Premier rendez-vous du mois de septembre, mais au compteur, c'est le nombre des 196 qui apparaît. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Affaire John Numbi, parlons-en. Un scandale nébuleux au sommet de l'État, de la manipulation. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Élément de réponse dans cette nouvelle édition de Débat 24. Bien sûr, il sera aussi question de la gestion. Comment sont finalement gérées les ressources minières en République démocratique du Congo? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très heureux de retrouver Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa est le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est là. La nouvelle classe politique de l'opposition, la Mouka, FCC, où est-ce qu'on peut vous situer? Bon, en fait, c'est qui est vrai, le monde n'est pas en noir et blanc pour être soit de la Mouka, soit de l'autre. En noir et blanc, comme vous êtes habillé. De l'axe du mal. Oui. On peut être ni de la Mouka, ni de l'axe du mal, et on est ce qu'on est. Mais vous êtes de l'opposition. Effectivement, nous sommes de l'opposition parce que nous et le 15 septembre, vous serez dans la rue. Nous n'avons rien convoqué le 15, mais nous soutenons à distance ce qui a été pris comme option. Ok, très honoré de la présence de Prosper Tchamala. Il faut dire que c'est un analyste politique qui soutient la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, professeur. Merci. Comment allez-vous? Très bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps que vous avez disparu. Vous avez disparu des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a beaucoup coulé sous les ponts? Non, d'autres exigences professionnelles. Professionnelles, académiques. Oui, il fallait terminer avec certaines études. Oui. Ça prenait du temps, il fallait passer à autre chose. Pendant que la société nous réclame que nous voulons participer à ce débat de société. Merci d'être là. Merci. Il n'est plus à présenter, c'est un entrepreneur congolais, il s'appelle Mathieu Takizala. Bienvenue, monsieur Takizala. Merci Sergio, je remercie aussi l'équipe de Débat 24, Oui. l'émission hebdomadaire du vendredi, Oui. où autour de cette table, nous analysons fond en comble la société congolaise et pour permettre à cet État de devenir un État vraiment noble. Merci beaucoup, mais on ne peut pas s'en passer, hein, parce que ça fait couler encre et salive. J'aimerais commencer avec Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, les examens d'État, nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, traditionnellement les 4 jours. Mais pendant les 4 jours, il y a la culture générale. Mais dans les questionnaires, on a retrouvé les noms de quelques politiques. Et il faut dire que ça a soulevé des vagues. Comment, personnellement, vous avez interprété cette question d'actualité? Bon, bien que révoltant, personnellement, je ne suis pas surpris. Parce que lorsque vous avez des gens qui ont dans leurs ADN le réflexe dictatorial, naturellement, vous ne pouvez que trouver ces genres de questions dans les items. Parce que nous sommes là en face d'une évaluation sommative. Oui. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'enfant qui a suivi un cursus, il va aller directement à l'université. Et l'État s'est organisé d'évaluer son niveau de réflexion, mais aussi sa capacité à s'adapter par rapport à certaines réalités. On pose des questions et fort malheureusement dans ces questions, on a senti qu'il y avait de la légèreté. Légèreté, comment? Légèreté, justement, parce que on a considéré que c'était routinier. Il suffisait seulement de poser des questions et puis l'enfant va y répondre et puis il passe des classes. Parce que déjà au départ, ceux qui sont ou prétendent être au pouvoir accusent déjà beaucoup d'insuffisance par rapport à la finalité de l'action pédagogique. Voyez-vous, nous avons connu la situation de la gratuité avec une réflexion assez approximative. On nous a lancé dans une grande réforme et aujourd'hui, pour couronner le tout, on pose à nos enfants des questions du genre tel et secrétaire général de quelle organisation? Mais ça ne fait pas de la culture générale, Alain Bolodjoa. Non, mais attendez, la finalité de la culture générale,
où la finalité de cette évaluation n'est pas seulement de poser des questions. La finalité, c'est aussi jauger la capacité de l'enfant à comprendre. Mais lorsque vous lui posez des questions sur des faits privés, parce que les questions doivent être posées sur le bon à connaître, on doit poser l'enfant des questions qui sont universelles, des questions que l'enfant est obligé de connaître. Les enfants ne sont pas obligés de connaître les secrétaires généraux des partis politiques. Parce que lorsque vous allez, par exemple, chez moi à Ingende, il n'y a pas de télévision. Kabouya n'est pas connu. Un enfant qui ne le connaît pas... Mais il n'y a pas que Kabouya et j'ai dit Kabouya. Il y a aussi Katumbi. Non, mais effectivement. Mais si on pose la question par rapport pourquoi à la on s'acharne sur ces deux Non, mais qui s'est acharné? Personne. Non, même dans les médias. Non, mais effectivement, parce que les gens ont trouvé que c'était incongru de voir qu'un État qui se veut sérieux poser des questions du genre... Donc peut-être un enfant qui se trouve à Bouende aura peut-être du mal à... Non, il va échouer. Même ceux qui sont ici à Kinshasa vont échouer. Parce que la question... C'est qu'ils ne sont pas cultivés. Non, mais attendez. La personne qui a conçu cet item, la personne qui a formulé cette question, elle aussi a des insuffisances. Parce qu'en réalité, il fallait avoir une autre option. Aucune bonne réponse. Vous savez, lorsque vous posez aux enfants, M. Kabouya est secrétaire général de quelle organisation politique? Vous citez les organisations, mais vous ne citez pas son parti. C'est-à-dire que c'était fait à dessein. ABR. Non, mais ABR. Est-ce que vous savez que Kabouya n'est pas le secrétaire général de l'UDPS? Il est secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Ce n'est pas le même parti. C'est-à-dire que déjà au départ, il s'est posé un sérieux problème conceptuel. Étant donné que nous sommes dans l'examen d'État et que la vision est une vision d'État, c'est-à-dire que nous sommes là en face des dérivés de l'impair qui voulaient nous imposer une philosophie unique, la pensée unique, eh bien, ils ont considéré que, parce qu'eux considèrent Kabouya comme un mini-dieu, tout le monde doit le connaître. Non. Il faut poser des enfants du genre, des questions du genre... Voilà l'acharnement, vous ne parlez pas de Katumbi. Non, mais si on pose la question, qui était le tout dernier gouverneur du Grand Katanga, ça passe. Non, du Katanga. Non, du Katanga. Oui. Ça passe. Mais si vous posez la question, comment s'appelle le président de l'ensemble, l'enfant n'est pas obligé de connaître le président du parti. Et pourtant, dans la finalité de cette action, c'était justement de pousser... Donc, bref, dérive dictatoriale. C'est de l'incongruité. De l'incongruité. Sincèrement, c'est une déception, surtout pour nous qui sommes passés par là. Voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu passer par là. À moi, vous ne pouvez pas me poser la question. À moi, vous ne pouvez pas poser... Ils ont posé des questions à nos enfants, mais à moi, on ne pouvait pas me poser la question. Non, là, je n'ai pas compris passer par là. Non, mais comprenez seulement que ceux qui n'ont pas suivi ces cursus-là, ceux qui ne connaissent pas la finalité de l'action pédagogique, risquent de poser à nos enfants des questions inutiles, pour ne pas dire des questions imbéciles. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on devait poser? On devait pousser les enfants à répondre aux questions épineuses. Par exemple, qui a inventé Manacovid? Voyez-vous, c'est un lien direct avec la science. Vous posez par exemple la question, qui est le 4e président de la République? Ou sinon, vous posez la question... Qui est le président de l'Union africaine? Non, mais ce sont des questions universelles que tout enfant est supposé connaître. Merci beaucoup. Et fort malheureusement, on nous a amenés dans cette philosophie des parlements debout. Voilà je suis heureux parce que vous êtes à la fois professeur, c'est-à-dire vous enseignez, et en même temps vous soutenez la vision du chef de l'État. Mais comment allez-vous l'expliquer? On parle ici de l'incongruité, parce que des faits privés, on va inculquer ça dans la tête de nos enfants. Est-ce que ce n'était pas de la légèreté, tout ça, comme l'a soutenu Alain Bouloudjoa? Vous savez, bon, ici, dans cette question que vous posez, il n'y a pas à soutenir la vision du chef de l'État ou quoi, mais il y a à parler de questions de notre société. Oui. Vous savez, Alain s'est attribué des épithètes aux gens. Et facilement, il a un langage très piquant. Bon, c'est normal, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui fait son show. Bon, il veut faire passer son message dans l'opinion. C'est de bonne guerre. Hein? Il fait son show. Oui, il fait son show. Il veut faire passer son message dans l'opinion publique. C'est de bonne guerre pour un homme intelligent comme lui. Il sait ce qu'il veut, bon, donc c'est pas grave. Donc, moi, je pense que dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Ah, il y a du vrai. Il y a du vrai, par exemple, quand il dit poser
poser la question qui a, par exemple, fait le Manacovid. Oui. C'est scientifique, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui devrait être connu. J'ai vu que le chef de l'État est allé parler de ces produits-là en Allemagne. C'est normal. On peut poser la question sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Bon, s'agissant des Kabouya, Kabound, comme je l'ai entendu tout à l'heure, heureusement ou malheureusement, il n'était pas qu'à deux. Mais ce que j'ai remarqué dans le média, c'est qu'il y a un acharnement, il y a une sorte de... C'est des gens qui sont qu'on n'aime pas. De la haine, hein? Ouais. Monsieur, c'est compliqué. Bolodjoa, comme il est là, il vient d'un courant politique, autre que le courant de l'UDPS. Parce que moi, je l'ai suivi beaucoup à la télévision et on lui a même attribué qu'il était au FCC. À un moment. Donc c'est un kabiliste patenté. Et puis il est de l'Équateur. Il s'est converti. Il est de l'Équateur. Et en l'Équateur, il y a un sérieux problème avec le parti de Kabouya. Kabouya? Ah oui. Parce que ce sont les gens qui ont combattu Mobutu. Et Mobutu passait pour être le dieu des Équatoriens. C'est normal que M. Bolodjoa se langage. Mais là où je suis aussi d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit à Ingende, chez lui, il n'y a pas de courant. Effectivement, que le Congo est électrifié à 9%. Et que tous les partis politiques ne sont pas sur l'ensemble des territoires nationaux. Je les rejoins lorsqu'ils parlent de Manacovid, ils parlent on peut parler de Kim Pavita, mais tu sais, moi j'ai connu Kim Pavita, j'étais déjà grand. C'est-à-dire que moi j'ai étudié les croisades, j'ai étudié des Gokao, j'ai étudié Magellan, j'ai étudié des grands professeurs. Jeanne d'Arc et consorts, qui n'ont rien à voir avec moi, qui n'ont rien à voir avec le combat de mon pays. Et là, je pose un problème. Il faudrait, 61 ans après l'indépendance, notre système éducatif reste celui qui avait été conçu par l'homme blanc. Et nous ne parlons que des autres, sans parler de nous. Les Congolais ne connaissent même pas. Moi, j'ai fait l'ensemble du Congo, les 11 anciennes provinces du Congo. Et aujourd'hui, sur le 26, j'en ai fait à peu près 18. Il y a des gens qui parlent du Kivu qui n'ont jamais vécu de problème qu'il y a au Kivu. Et il y a des questions comme ça qu'il faudrait soulever pour que nos enfants connaissent la France. Ils connaissent le Canada. J'ai un beau-frère, il connaît toutes les rues du Canada. Les États-Unis. Mais du Canada. Ouais, il n'a jamais été au Canada. Et quand il vous explique, c'est comme s'il a été au Canada. Tout ça, c'est les films. Quels sont les films que nous regardons? Les théâtres que nous faisons, nous passons chez nous. Et quand vous rentrez dans nos maisons, c'est Canal+. Sur Canal+, vous avez quoi? Les films, vous avez novelas. Et vous avez la culture indienne qui s'impose chez nous. La culture libanaise qui s'impose chez nous. Mais il faille aussi que l'on parle de nous-mêmes, que l'on parle de Congolais. Et qu'on puisse aussi réhabiliter les Congolais. Voilà. Beaucoup de gens ne connaissaient pas. Quel est le cas avec Kabouya et Kabound? Tel est le cas. Mais dans ces items-là, quand j'ai vu, à première surprise, je pensais que ce n'était que Kabound et Kabouya, mais j'ai vu qu'il y a le Bahati, il y a tout le monde. Tout le monde est dedans. Et ça, on en parle. Mais la manière, probablement, de formuler ces questions et la manière de présenter, quelle est l'information que l'on veut faire passer? Quand il parle des faits privés, je peux comprendre. Kabouya, c'est un secrétaire d'un parti. Sur le plan des institutions, je ne vois pas ce qu'il a encore. Il peut parler de, comme il a dit, un gouverneur, le dernier gouverneur avant. Ça peut se comprendre, mais relativisons cette question, enlevons dedans de la méchanceté. De la haine. Enlevons de la méchanceté. Je ne veux pas parler de la haine parce que j'ai entendu Bolodjoa dire. Non, enlevons de la méchanceté. Il est question maintenant de refonder notre système éducatif, fondé sur nos valeurs, fondé sur nos besoins de développement et réorienter vers nos propres priorités. Et ça, il en faut. Il en faut. Et partant de là, la culture générale, si on posait par exemple la question, qui est le Grand Kali? Ça ne friserait pas personne. Si on posait la question sur Franco, par exemple, parce que nous avons la culture, nous avons les réalités sociales, nous avons les réalités politiques et nous avons les réalités culturelles. Mais dans ce qu'on a cité, Kabound, Kabouya, Katumbi, c'est des faits politiques. Et ce sont des leaders politiques de notre pays. Comme on peut revenir sur Mobutu, on peut revenir sur Kassavou, on pose toujours des questions. Mais là, comme ça touchait à Kabound, Kabouya et que c'est l'UDPS qui est aux manettes du pouvoir politique à travers le président de la République. Donc, méchanceté. Il n'y a que de la méchanceté. Et tout ce qu'il débute là, c'est de la méchanceté. Pure et simple. Quand bien même dans ce qu'il dit, il y a de la raison. Il y a de la raison, mais il y a toujours un brin de provocation, un brin d'inimitié. Depuis qu'il était dans ce studio. Mathieu Takiza, l'entrepreneur, de quel bout, en tout cas, allez-vous saisir cette question-là? Non, mais je pense que la culture est sectorielle. La culture, ce n'est pas uniquement la culture des œuvres plastiques ou la musique ou la poésie. Je pense qu'un homme public, comme d'autres que vous citez, les noms, Kabouya, Kabound. des organisations
qu'on appelle des associations ou le parti politique, fait partie des mosaïques culturelles de la démocratie du Congo, y compris nous les industriels ou les entrepreneurs. À ce titre-là. Je pense que dans ces questions-là, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Je crois que l'histoire s'est faite avec des hommes, pas avec des armes. Et ces gens d'individus sont des gens, ces messieurs, ils sont en train de citer, excusez-moi, les individus. Parce que donc ce sont les hommes forts de la République, présentement. Non, moi je n'utiliserai pas maintenant le métaphore fort. Non, crevons l'absolu. Ce sont des responsables qui sont aujourd'hui sur l'espace public congolais. Je pense que pour nos enfants et pour ceux qui vont devenir le futur scientifique de la démocratie du Congo, je pense qu'il doit aussi interroger la culture congolaise et qui fait l'actualité aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas un sujet où le Congolais peut... Donc, c'était une façon de juger l'actualité politique aussi. Non, mais je crois que c'est logique. Aujourd'hui, vous avez un régime qui est représenté avec ces messieurs. Vous comprenez? Et dans l'histoire de l'humanité, quand on parle de la culture d'un peuple, on touche même la partie politique d'un peuple. Et donc la République démocratique du Congo ne peut pas. Quand on parle de Blum, qui est Blum? Quand on parle de Jaurès, qui est Jaurès? Quand on parle de Georges Marché, il est qui? Vous comprenez? Donc à un moment, je crois que mon ami Lodja doit comprendre que nous devons rester aussi de temps en temps dans des plateaux de télévision républicains et puis scientifiques. Parce que si on fait toujours du piquant... Donc il ne doit pas verser dans la méchanceté. Non, moi je n'ai même pas l'expression de méchanceté. On débat pour faire avancer la société. Lodja, c'est un homme brillant. Il doit savoir qu'il faut faire la part des choses aussi. Hein, à chaque fois, ce n'est pas bon aussi que nous cherchons des glissants politiques où il y a même des sujets universellement acceptables. Merci beaucoup, Alain Bouloudja. Vous allez peut-être réagir, mais on évolue. Je l'ai dit, hein. Découverte, je voulais parler des découvertes macabres dans la résidence de John Numbi. C'est un chef de la police qui a fait la pluie et les beaux temps en République démocratique du Congo. Son nom a même été cité dans plusieurs affaires, notamment celle de l'assassinat de Tchébéa. Mais ce qu'on a découvert dans sa résidence, est-ce que ça vous a intrigué? Ça vous inspire quel commentaire? Vous savez, lorsqu'on est en phase de politique et que l'on tire ce genre de conclusions, on peut comprendre. Mais si ça vient d'un scientifique, ça fait quand même mal. Quel genre de conclusion? Il dit, il soutient en partie ce que j'ai dit. Il y a du vrai, ouais. Mais à la fin, il dit, tout ce qu'il dit là, c'est ça la conclusion. Non, il y a du vrai, mais teinté de méchanceté. Non, mais attendez. Je crois avoir été suffisamment rationnel. Et j'aurais souhaité, de sa part, lui en tant qu'enseignant, de me dire quelle était la finalité ou sinon les intentionnalités de la personne qui a formulé cette question. Parce que la plupart des enfants qui ont eu à répondre à cette question ont échoué. Parce que déjà au départ, le parti où se trouve M. Kaboun n'est pas l'UDPS. La dénomination ou l'appellation du parti, c'est par rapport à... Non, le problème, c'est parce que le questionnaire a été mal formulé, ou c'est les fonds même qui posent problème. Non, que ce soit le fond. Non, mais attendez. Non, mais effectivement, mais c'est justement parce que Kabouya a une zone d'influence par rapport aux gens qui ont eu à formuler cette question. C'est-à-dire que le contexte fait qu'on a voulu faire la promotion d'un individu, et fort malheureusement, cet individu ne peut pas être un modèle pour les enfants. Voyez-vous? Si seulement on pouvait viser des gens qui sont pétris de valeurs, des gens qui peuvent être l'incarnation ou qui répondent au profil du Congolais. Ce n'est pas Kabouya. Je peux tolérer, je peux comprendre que l'on cita Kaboun, c'est normal. Premier vice-président. Parce qu'il a des fonctions institutionnelles. Mais lorsque vous citez Kabouya, la finalité était quoi? Quel était le souci de la personne qui a eu à formuler cette question? C'était justement de dire, voilà, je suis reconnaissant. Les Kinois appellent ça l'Ibanga. Voilà, c'est ça le délire que nous soutenons. Bon, on évolue. C'est ça le délire. Et ce qui est encore, très grave, ouais. La quasi-majorité des enfants vont échouer parce que la personne qui a formulé s'est laissée emporter par des émotions. Ce n'est pas ça de la méchanceté. La méchanceté, c'est de voir qu'on est en train de désorienter la finalité pédagogique et on l'accepte parce que vous considérez que si on critique,
On critique parce qu'on est de l'Équateur, comme Félix Etienne Tshisekedi aurait combattu Mobutu, donc on le fait parce qu'on est tribaliste. C'est ça la finalité de votre raisonnement. C'est quand même décevant. Est-ce que vous savez qu'Etienne Tshisekedi, c'est un dérivé des impairs? Vous le savez. Est-ce que vous savez qu'Etienne Tshisekedi a eu à trahir son propre frère, Molopwe, Kalonji, pour soutenir Mobutu? Mais faites de même. Défendez les valeurs, arrêtez de défendre la tribu. Parce que l'impression que vous donnez, c'est comme si tous ceux qui critiquent Félix Tshisekedi le font par tribalisme. Et pourtant, vous avez critiqué Kassavubu, vous avez critiqué Mobutu, vous avez critiqué Laurent Désiré Kabila, vous avez critiqué Joseph Kabila. Là, on ne vous traite pas de tribalistes, encore moins des haineux. Ce qui veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et c'est quand même décevant de la part des enseignants. Vous avez traité Kabila de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, mais il ne répond pas au profil du Congolais. Non, mais effectivement. Et tu l'as dit. Non, mais il ne répond pas au profil. Non, mais attendez. Est-ce qu'un homme. Non, mais attendez. Non, mais supportez. Non, supportez. Tu glisses trop avec dans la fixation des objectifs pédagogiques. Dans la fixation, il ne va pas noter. Mais on évolue. Hein? Oui, dans la fixation des objectifs pédagogiques, vous êtes censé le connaître. On choisit toujours le modèle. Un modèle. Vous ne pouvez pas dire à mon enfant que c'est lui qui va distribuer les armes pour se maintenir au pouvoir, c'est un modèle pour mon enfant. Non. Ce qui veut dire que vous vous êtes posé de mauvaises questions. Laissez Kaboun, on peut comprendre. Citer tout le monde, Etienne Tshisekedi, nous pouvons comprendre. Affaire pas votre secrétaire général. Ça vous a scandalisé? Oui, en partie. Mais fort malheureusement, oui. Connaissant le joueur, leur système de jeu, je continue à nourrir le doute. Comment ça? Ces gens sont capables de formater de fausses histoires. Ah bon? Ils sont capables de c'est de la manipulation. Vous savez, lorsqu'un président passe devant le Congrès, oui. Il s'est permis de mentir, et les représentants de la population et ceux qui suivent à la télévision, ne me dites pas qu'on doit prendre les risques de croire à ce qui s'est fait. S'il voulait vraiment nous aider, il devait d'abord commencer à filmer avant la découverte. Mais ça a été fait, non? Non. Non, on nous a juste balancé des informations. Non, des images. Non, mais les images, on nous a juste balancé des informations. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé. Il fallait d'abord commencer, dès le lancement, nous dire, non, voilà, nous sommes chez lui, nous sommes entrés dans... D'après vous, c'est un grossier montage, tout ça? Non, c'est fort probable. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est fort probable. Mais ce qui m'a plus tiqué, moi, en tant que quelqu'un qui aspire aux grandes responsabilités, c'est le fait d'avoir pris cette vidéo-là et de l'avoir balancée dans les réseaux sociaux. On devait en faire un secret. Non, mais effectivement, ça c'est une manière de flouer la population, de ne pas faciliter aux enquêteurs de bien faire leur travail. Comment ça? Il fallait que ça soit un secret, c'est ça les renseignements. Lorsque vous tombez dans ce genre d'opération, vous vous taisez, vous gérez l'information jusqu'à ce que les enquêtes vont aboutir. Parce que ceux qui ont occupé cette maison... Ils sont vite tombés dans les sensationnels. Comme d'habitude, chers camarades, comme d'habitude. Parce que je sais que les agents des renseignements auront du pain sur la planche, justement parce que toutes les informations sont déjà connues. En principe, on devait laisser le temps. Mais ce ne sont pas de preuves irréfutables que le général John Numbi... Non, mais effectivement, c'est ça. C'est ça le côté délirant de la gouvernance au Congo. Il y a des généraux qui gèrent ou qui ont dans leur maison des armes de guerre. Ce sont des dérives. Comme aussi, il y a des gens qui se promènent avec les armes. Parce que le questionnement qui va avec, c'est quoi? Lorsque Kabound avait promis de distribuer les armes, peut-être lui aussi en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes assis sur des armes. Dans toutes nos maisons, il y a probablement des armes qui sont cachées. Parce que tout le monde a le réflexe de prendre des armes et de nous faire la guerre. Mais la question que moi je me pose, comment ces messieurs-là sont sortis du pays? Général? Comment est-il sorti du pays? Et pourtant, il y avait tous les services qui étaient... Non, il était déjà dans sa ferme à Lubumbashi. Non, mais comment est-il arrivé là-bas? Il devait être à Kinshasa. Non, mais il était libre de son mouvement. Non, mais il était libre. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une enquête. On nous avait dit que c'était lui qui serait responsable de l'assassinat de Tchebeya et tout ça. Et les enquêtes étaient déjà ouvertes. On devait en principe lui interdire de sortir, comme on a fait pour Matata. Il est sorti. Qui nous dit que ça n'a pas été négocié? Parce qu'avec ces gens ici,
qui sont nés dans le mensonge. Ils peuvent formater des histoires comme ça, nous emballer, et au fil, vous allez vous rendre compte, non, ça a été négocié, ils devaient sortir du pays, parce que la finalité de tout ça, ça devait être de mettre fin à l'impunité. Et fort malheureusement, des gens qui ont commis des forfaits chez nous au pays ont la facilité de sortir, et ce sont les autres qui payent la facture, et ce n'est pas bon. Prosper Djamala, affaire John Numbi, les images sont choquantes, mais Bolo Djoa émet quand même des réserves quant à l'authenticité de ces images qui circulent dans les réseaux sociaux. Est-ce de la manipulation de l'opinion? Non, bon, en fait, moi je n'ai pas pour contradicteur Bolo Djoa. Moi je dis ce que je sais dire et ce que j'ai lu. Oui. Non, mais écoute, ce n'est pas de la manipulation à mon sens, parce que nous avons vu John Numbi parler lorsque la communauté katangaise ou, je ne sais pas, un groupe social tribal ou culturel est allé rencontrer M. Numbi dans sa ferme. Il nous a dit qu'il était un lion. Il s'appelait un tambour en swahili. Ça veut dire un lion. Donc ce n'est pas un agneau qu'on va... qui ne sait pas que John Numbi a joué un rôle majeur dans le régime Kabila père, Kabila fils, et qu'il a été sur tous les fronts. C'est quelqu'un qui s'est comporté en concurrent, quelqu'un qui avait le contrôle de tout, de l'armée à la police. Vous dites que c'est l'homme des sales besoins? Bon, écoutez, je dis que c'est l'homme du système, le système auquel... le système que nous avons tous décrié et pour lequel le peuple s'est décidé finalement de mettre de côté. Et donc, ça ne me surprend pas. J'ai entendu mon frère dire quelque part que il fallait que ça soit caché parce qu'il y avait... Non, mais des enquêtes avaient... Des raisons d'enquête. Les enquêtes avaient déjà commencé beaucoup plus avant. Mais il n'y avait pas moyen d'interpeller John Numbi parce qu'il était général 4 étoiles. Il fallait trouver quelqu'un... Dans l'armée, il faut cette correspondance-là. Le juge ne peut l'interpeller que quelqu'un qui a le même grade ou supérieur à lui. Et lui, il était déjà au sommet. Il est plus gradé même. Il était le plus gradé et c'était compliqué de pouvoir l'interpeller. Pour la deuxième des choses, on a rappelé John Numbi plus d'une fois pour pouvoir rentrer à Kinshasa. Le pouvoir actuel était fragile pour pouvoir bousculer John Numbi, étant donné que dans l'armée, ça c'est ce que moi je pense, dans l'armée, il y a beaucoup d'infiltration. John Numbi était au centre d'un jeu terrible entre le pays voisin qui nous ont infiltrés depuis le dialogue intercongolais et consorts. Les brassages et le mixage, il y avait John Numbi, il y avait Delphin. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de John Numbi, c'est parce qu'il lui a fait beaucoup de bruit. Mais lorsque Delphin est décédé, quand on est allé maintenant dans les résidences de Delphin Kaimbi, au Kankokolo, il avait 4 maisons. Lui, pour un officier. Il y avait 4 maisons et dans les 4 maisons, qu'est-ce qu'on a sorti comme arme? C'était grave. C'est de la même manière que John Numbi, qu'on a trouvé chez John Numbi. Donc, à Lubumbashi, dans sa ferme de Lubumbashi, qu'on a perquisitionné avant, on a trouvé la même chose. Mais ici, à Kinshasa, en pleine capitale, on va trouver quelqu'un qui a des armes. J'entends même les militaires eux-mêmes dire que c'est un arsenal militaire de un bataillon, je crois, un bataillon d'armée. Et donc, c'est impressionnant. Non, ces messieurs, ils avaient des agendas cachés. C'était les successeurs potentiels de Kabila au cas où ça s'embrasait. Ils se battaient entre eux, ces généraux-là, qui sont influents. Et ce n'est pas fini, ça n'en est pas fini, parce que lorsque vous allez encore dans les maisons des autres généraux, si vous perquisitionnez comme il se doit, vous allez voir que non, c'est un régime de tyrans. C'est comme ça que vous avez entendu quelqu'un crier « On ne peut pas nous intimider. Si vous touchez à celui-ci ou à celui-là, nous allons embraser ce pays. » C'est parce que c'est un pays extrêmement piégé, à tout point de vue. À tout point de vue. Les contrats qu'on a signés dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. On va en parler. Je sais. Dans la gestion des relations entre le pays voisin, c'est un pays totalement piégé. Et vous allez voir que même dans le secteur de l'économie, beaucoup des affaires que vous voyez ici qui essayent de marcher, il y avait un général, un colonel derrière, et non seulement qu'il y a ça, il y a aussi le fait que c'est des prêtres, non. La plupart sont des prêtres, non. Et ce sont les mêmes personnes. Dites-moi la fortune de tous ces généraux-là que vous citez là. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et je crois que ça ne nous surprend pas. Et moi, personnellement, je crois que de manière aussi pédagogique, il fallait que ce qu'on a montré là,
comme image soit sorti sur la place publique de manière à ce que les gens sachent qui on soutient et qui on protège. Lorsque vous allez à Lubumbashi là-bas, vous allez à Lubumbashi, tous les gens qui ont été dans l'assassinat de Chebeya et qui sont ramenés aujourd'hui à Kinshasa, les quelques sur lesquels on est en train de mettre la main, sont des grands criminels à Lubumbashi. Des grands criminels à Lubumbashi. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi, j'étais à Lubumbashi l'année passée. C'est des grands criminels à Lubumbashi. Et tout ça, c'est le bataillon Simba qui gérait qui? Numbi. Numbi. C'est pas la chasse aux sorcières, tout ça? Ce n'est pas de la chasse aux sorcières. Nous avons vu, comme il a dit, l'acteur et le jeu, mais nous connaissons le puissant qui ont régné dans ce pays pendant 18 ans et plus de 18 ans. Nous le connaissons. Le rapport dont on parle là, des Nations Unies, c'est quoi? Les rapports mapping nomment individuellement des gens et leur rôle, les rôles de tout acteur politique ou militaire dans le gouffre dans lequel on nous a laissé ce pays, qui est piégé, un pays qui est par terre, et pour lequel nous devons, de bonne conscience, doivent se mettre ensemble afin de relever les défis de ce pays. Maketa Kizala, John Numbi, un général sulfuré, décidément, cette affaire ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Bon, vous savez, chaque institution dans la République a un rôle. L'armée pour défendre l'intégrité du territoire. Et l'armée n'est pas là pour faire le contre-pouvoir des autres institutions. Moi, je pense que la justice, ou la justice spécialisée, dans le cas que nous sommes en train d'écouter en ce moment, doit faire son travail. C'est aux institutions compétentes de montrer aux yeux de tout le monde qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il faut des réformes dans ce secteur de l'armée antidémocratique. C'est pas pour rien qu'on a créé des casernes. On crée des casernes, pourquoi? Celui qui sert le drapeau avec le tenue militaire ne peut pas vivre comme un citoyen d'armée. Donc il y a une doctrine, une façon de faire des choses. Mais bizarrement, quand vous observez dans l'humanité, la plupart des nations, quand on connaît plusieurs crises socio-politiques, socio-militaires, tout ça, vous allez voir qu'on va faire développer un groupe des gens qui croient que c'est eux qui sont le propriétaire du système politique qu'on appelle l'État. Parce qu'on a fait ça, on a fait ça. Or, la vraie doctrine doit être une doctrine républicaine. De regarder, est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, un homme tout seul peut dire qu'il peut réparer tout? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un corps comme un métier, comme l'armée, est-ce que tout seul il peut construire la République démocratique du Congo? Je ne crois pas. Donc il faut maintenant que nous permettons aussi à l'institution qu'on appelle l'entreprise. Ça signifie l'entreprise joue un rôle très très important dans des territoires. D'abord pour donner des moyens à l'État, et pour mettre les gens en occupation, parce qu'aujourd'hui le recrutement dans des services spécialisés c'est fait pas d'une façon, ça devait se faire parce que qu'est-ce qui se passe? On a assez de gens qui n'ont pas de travail. Parce que le taux de chômage dans le démocratique du Congo est autour de 85% de la population active. Or, dans tout le pays du monde, pour recruter un militaire ou un policier, minimum baccalauréat. Vous comprenez? Et puis avec des éthiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous tous, gauche, droite, les hommes du secteur privé et ceux qui sont politiques, même les scientifiques, doivent faire croix avec tout ce qu'on a fait comme bavure antidémocratique. Parce que la gestion des 61 ans congolaises, vous voyez le défi que nous avons aujourd'hui. Le défi c'est quoi? C'est cette misère qui nous guette. Le défi c'est quoi? On a donné dos à l'administration. Or que l'administration devait permettre à cet État de réguler le geste des uns et des autres. Or, quand vous regardez, en pleine économie de marché, le Congo n'est pas acteur, il est spectateur. Les institutions créées avec l'intelligence congolaise est absente, même dans le marché domestique. Les sociétés comme celles que moi je vous donne ici, comme une institution qui peut résoudre beaucoup de problématiques. Alors, une application, on veut le mettre, spécial autotaxi service, parce qu'on voit que... Non, mais les liens avec l'affaire John Numbi. Mais c'est ce que nous disons. Qu'est-ce qui se passe chez les compatriotes? Aujourd'hui, le poche qui reste que les gens peuvent trouver l'occupation, c'est l'armée, c'est la police, tout ça, ainsi de suite. Or, il faut que nous faisons de sorte que l'armée, il faut lui donner des moyens, et pour que l'armée puisse avoir des moyens, nous devons avoir des comptes fiables. Ça signifie qu'aujourd'hui, un pays démocratique du Congo, l'actif nous fait défaut. Le nombre des gens qui travaillent, ce n'est pas 20% de la population active. Le nombre des institutions économiques est faible de nos compatriotes. C'est pour ça que vous voyez qu'on s'est cantonne uniquement des institutions qui ne pouvaient pas être créatives. Donc il faut maintenant, le caserne qui est fait pour le militaire, retourne avec la noblesse.
il faut qu'on éclaircisse beaucoup de choses. Moi, je crois que cette problématique, il faut que les institutions spécialisées, qu'ils soient de la justice, qu'ils soient de l'armée, puissent éclairer la lanterne. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission de défense, même au Sénat. Défense et sécurité. Je crois qu'on doit créer cette commission pour interroger qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'au sein dans des résidences en plein centre-ville, toute une poudrière comme ça. Mais oui, mais c'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'en fait, en la République démocratique du Congo, il y a certains groupes de gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout sur l'espace public. Et pourtant, quand vous êtes responsable, il faut le prendre avec gravité, mon compatriote. Parce qu'un responsable, c'est l'esclave des autres. Donc nous devons, si on veut avancer, on doit devenir de plus en plus humble sur l'espace public congolais. On doit respecter les institutions. Chaque institution doit faire le travail. Et on doit renaître un secteur privé qui peut garantir la paix sociale et les innovations dans le territoire congolais. Avant d'entamer notre... Oui, vous allez réagir, mais suivons d'abord cet extrait qui va nous introduire dans notre dernière thématique. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale ici. Nous nous sommes décidés à aller sur place, enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante Gétamine, des administrateurs de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme
Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud. Alain Bouloudoua, un autre scandale. Mais je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que le Congo est un bien sans maître? Je dirais oui et non. Vous savez, tout est parti de 1885 déjà, lorsqu'il y avait des tractations par rapport à la conférence de Berlin. Nous n'étions pas là, voyez-vous. Et lorsque nous avons accédé à l'indépendance, on a semblé négliger l'importance de l'acte de Berlin. Il faut lire l'article 2, qui vous dit clairement qu'au regard des enjeux mondiaux, le Congo reste là où tout le monde peut venir piocher. C'est la substance même de l'existence de l'État. Mais ce qui est décevant, c'est de voir que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir semblent être surpris. Et pourtant, quand ils étaient dans l'opposition, c'est ce qu'ils disaient chaque jour. Ça, ce sont des problèmes qui sont déjà connus. Nous, nous attendons des solutions. Voyez-vous? Notre concitoyen, en parlant de la question sécuritaire... Oui, concitoyen, c'est mieux, oui. Parce que vous êtes Congolais, vous n'êtes pas Rwandais. Quand je vais parler de Rwandais, vous allez sentir la différence entre vous et les autres. Notre concitoyen qui soutient M. Félix Tshisekedi a semblé croire que la question sécuritaire a commencé il y a de cela quelques années. Non. Il vous souviendra que Etienne Tshisekedi avait soutenu l'AFDEL. À l'entrée de l'AFDEL, parmi des gens qui ont soutenu l'AFDEL. Comme tout Congolais à l'époque. Hein? Non, sauf moi. Comme tout Zaïrois à l'époque. Non, sauf moi. Il fallait faire partie de Mobutu. Non, sauf moi. Ils ont soutenu. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des agendas cachés. Parce que l'entrée de l'AFDEL n'a pas commencé en 1996, comme d'aucuns le disent. Ça a commencé déjà vers les années 90. Lorsqu'il y a eu des tractations par rapport à la conférence nationale souveraine, on préparait déjà les terrains. Et lorsque nous sommes arrivés à connaître le premier pillage, le deuxième pillage, avec la situation Lititi Mboka, que les gens semblent oublier aujourd'hui, l'IDPS a été utilisé justement pour qu'on nous force, on nous impose l'embargo. Tout est parti de là. On vous impose l'embargo disant que non, on aurait tué une communauté dans une université, et les Américains, profitant de leur relation avec Etienne Tshisekedi et les autres membres de l'UDPS, on a frappé le Congo de l'embargo, on a fragilisé l'État congolais, et la suite c'était quoi? C'était l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL est venu justement pour faciliter l'atteinte d'un objectif, la désarticulation de l'État congolais qui allait nous amener à la balkanisation. Et tout a été conçu par des intelligences. Et fort malheureusement, nos amis de l'UDPS, quand ils étaient encore dans l'opposition, ne comprenaient pas la portée de leurs actions sur le terrain. L'AFDEL est entré, il y a eu ce qu'il y a eu, Laurent Désiré Kabila s'est ressaisi, en chassant tous ces éléments malicieux, et fort malheureusement, pendant ce temps, c'est la même UDPS qui revient encore pour aller soutenir le Rwandais. Ça, ce ne sont que des conséquences de leur politique. Ce ne sont que des conséquences. Parce que profitant de la faiblesse de l'administration, profitant de la faiblesse du système de sécurité et la capacité de résilience de l'État congolais, c'est comme ça qu'en 2001, on a connu Kabila comme président de la République. Et on lui a donné la conditionnalité. Pour qu'il arrive à se pérenniser au pouvoir, il devait céder une partie de notre souveraineté. Tout ça, ça a été signé pendant que Kabila était en position de faiblesse.
Le 21 janvier 2001, lorsqu'il a fait la déclaration disant qu'il ouvrait l'économie au reste du monde, les autres sont venus justement pour lui permettre de se maintenir au pouvoir. Ils ont profité de la faiblesse de l'État. Non, mais non, la faiblesse de Félix d'Étienne de Joseph Kabila, qui faisait office du président de la République. C'est comme ça qu'on a eu le code minier, le code des investissements et le code forestier en 2002. Il a eu à brader nos ressources juste pour se maintenir au pouvoir. Mais ce qui est aberrant, ce qui est vraiment grave, 20 ans après, on a Félix Tshisekedi dans la même posture, il continue à embrasser ceux qui sont là justement pour formater, pour entretenir cette situation-là. Nous sommes tous victimes des insuffisances notoires de nos institutions. Comment peut-on expliquer un pays qui vient exploiter chez vous et qui interdit à ses pouvoirs de la honte de fouler ses pieds dans un espace congolais? C'est un État dans un État. Non mais effectivement, c'est ça la grande faiblesse. Mais lorsque le journaliste vous parle, vous dit non, voilà, même s'il y a autorisation de la présidence de la République. Non mais attendez. Il y a même les gouverneurs. Non mais attendez. Ces gens-là que vous avez envoyés, avec cette autorisation-là, ils ne font pas partie du jeu. Les jeux aujourd'hui, ce sont les États-Unis et la Chine. Tout ce que nous avons comme débat aujourd'hui, c'est cette guerre entre la Chine qui veut s'imposer et les États-Unis qui veulent récupérer l'espace. Et M. Félix Tshisekedi, quand il est allé en Russie, il voulait aussi ajouter à ces débats la Russie. C'est-à-dire que la guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais tout ce que vous voyez là comme dirigeants et autres n'ont pas le pouvoir d'entrer dans cette guerre. Ceux qui peuvent faire quelque chose, il n'y a que la population. Voilà pourquoi nous insistons sur l'activation de l'article 64. Parce que là, nous avons en face de nous des gens qui sont assujettis, qui sont aliénés. L'article 64, les chasser du pouvoir. Non, mais lorsqu'on va chasser tous ces gens-là, parce qu'ils ont accédé au pouvoir. Mais il faut attendre des élections. Non, mais c'est ça le piège. Oui. Si vous attendez le pouvoir, ces centres d'intérêt vont vous imposer un autre président. Mais il faut attendre les urnes. C'est un choix. Dans 2 ans. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est un choix que vous devez opérer. Soit vous continuez avec ces gens. Vous poussez la population à la rébellion? Non, mais j'ai dit l'article 64 ne parle pas de la rébellion. L'article 64, vous voulez tout simplement qu'il y ait une révolution. Parce que vous savez, lorsque la population aura un président qui sera choisi par elle, ce président-là sera revêtu de l'onction populaire. Il sera en mesure de résilier le contrat léonais. Mais lorsque vous accédez au pouvoir par de voies scabreuses, on a fait du chantage à M. Félix Tshisekedi pendant près de 2 ans. Lui disant, messieurs, vous n'avez pas accédé au pouvoir par de voies saines, vous n'avez pas le droit de parler de ça, de ça, de ça. Et il est maintenant pris en étau. Et devant cette réalité, il ne va rien résoudre. Quand nous disons à la population que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi n'a d'influence qu'à Gombe et au niveau des les gens ne comprenaient pas. Vous avez suivi un journaliste africain qui vous dit la décision de Félix Tshisekedi n'a pas influence dans cette zone-là. C'est que sous-entend vous n'avez pas le pouvoir qu'il faut. Ces mini-reportages de notre confrère Alain Foucault nous plonge dans un secteur à la fois nébuleux, opaque, de gestion des ressources naturelles minières en RDC, n'est-ce pas? C'est révoltant. J'ai suivi cette vidéo depuis avant-hier. C'est vraiment... Ça a explosé les réseaux sociaux. Oui, c'est révoltant et je pense que la majorité de notre peuple, sinon l'ensemble de notre peuple, et surtout la jeunesse de mon pays qui représente 75% de l'électorat au jour d'aujourd'hui, doit se prendre en charge. Voilà. Donc, nous devons nous prendre en charge pour... Article 64, il n'y a pas de solution. Nous prendre en charge par une révolution de l'intelligence. Je suis en train de parler de la révolution de l'intelligence parce que M. Bolodjoa, qui fait un bon cours d'histoire ici, partant de 1885, lors de la table... Il a remonté les temps. Oui, la table ronde de Berlin, où on s'est la conférence de Berlin, où on s'est répartissait l'Afrique et le bassin du Congo comme étant la réserve internationale auprès de laquelle les puissances d'antan, en son temps, c'est l'Allemagne actuelle, de là où le président est allé, les États-Unis,
la France, le Portugal. Il y a 2 pays, la Hollande. Et tous ces pays qui étaient puissants en son temps se sont répartis. L'Espagne également, parce que l'Espagne avait des entreprises ici, se sont répartis les Congos. Évidemment, je parlais de l'aliénation et de la culturation de notre peuple en tant qu'Africains. Nous avons embrassé la culture occidentale, l'éducation occidentale, une économie extravertie tournée vers l'extérieur pour le besoin de ceux-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme formation? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme éducation? Est-ce qu'avons-nous compris les enjeux pour lesquels, pendant plus de 61 ans, nous n'arrivons pas à décoller? Mais la plus grosse erreur de l'histoire du Congo, c'est l'AFDEL. C'est l'AFDEL. J'ai entendu ici parler de Liti Timboka et l'embargo qui frappe la RDC depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement parce que le pouvoir politique de notre pays s'était retourné contre son propre peuple. Liti Timboka, ça visait quoi? Le massacre de Kassaïen au Katanga avec... C'est aussi une affabulation, cette histoire de Liti Timboka. Mais allez-y avec le massacre de Kassaïen au Katanga. Avec paix à son âme. Avec Gabriel Kyungu. Et on tire les ficelles sur des petites choses tribales. Et on met en opposition le peuple. Mais ce peuple nous a montré en 2005-2006 qu'il voulait cette cohésion. Sinon, le Kivu ne serait plus au Congo au jour d'aujourd'hui. Le peuple veut demeurer ensemble. Mais maintenant, comment nous gérons ce peuple? Comment nous le travaillons? Comment nous l'amenons dans le combat? Malheureusement, des petits intérêts, des individus qui veulent se placer ça et là, dans l'organisation et la gestion du pouvoir politique, nous dispersent les énergies. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce problème vient avec l'évasion de la RDC en 1996 avec l'AFDEL. Ah bon? Ouais. C'est ça les péchés originels. Mais attendez, il y a 3 cercles de décision sur le Congo. D'abord, c'est la communauté internationale, le puissant dont il a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi les jeux d'acteurs. Quand Mouzé vient avec les Kabila ici, l'AFDEL, le 24 ans ici, il y a eu une redistribution des cartes. Lorsque Mouzé ne s'entend pas avec le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, qu'est-ce que ça fait? Ça éclate. Et finalement, Mouzé va prendre les Angolais, les Zimbabwéens, il va prendre les Mozambicains. Et finalement, tous ces gens-là, quand ils viennent au secours du Congo, certains au secours, les autres pour brader le Congo, derrière Mouzé, il y avait des firmes, American Mineral Fields, De Beers, il y avait First Quantum. Vous savez, nous sommes allés à la cour d'arbitrage sur un problème avec First Quantum. Je crois que Katumba Mwakepe à son âme en sait quelque chose de là où il est. Donc ce pays a été bradé parce que nous avons eu un régime d'affairistes. Ils nous ont amenés à l'Est, les pays de l'Est, au sud-est, ouest, les pays du sud-ouest, et tous ces gens-là avaient l'épingle du jeu tiré dans cette affaire. Et in fine, ce sont eux qui alimentent les groupes armés qui sont à l'Est, y compris ces affairistes qui sont venus se faire fortune dans notre pays. Et donc, lorsque l'on dit accéder à une zone de non-droit, mais c'est tout à fait normal. On vous a dit, il y a des policiers, nos propres policiers, et les chefs de groupes armés qui les alimentent, ce sont les mêmes personnes. Je parlais avant-hier avec un jeune qui est venu d'Ouvira, qui me dit que c'est à partir du Burundi que la Russie finance et en munitions en armes les groupes armés qui sont la Russie, qui finance en armes Itombwe, Minembwe, Mwenga, tous les groupes armés qui sont là. Et ces groupes armés sont entretenus par le multinational qui exploite nos minéraux par-ci par-là pour pouvoir empêcher les populations à voir clair. Et qui sont exploités dedans, c'est nos jeunes. Cependant, quand on met tout ça sur le dos du président Tshisekedi, non. Le président Tshisekedi, Félix, vient justement pour changer les jeux. Tout simplement parce que dernièrement, quand il était allé là-bas, il a dit, et c'est ce qui est en train d'être fait, j'ai entendu Sama Lukonde le dire dans une émission dans le FOCA, il faut révisiter les contrats miniers pour que ça profite à notre peuple. Et c'est cela le combat au jour d'aujourd'hui. Mais nous devons mobiliser l'ensemble de notre peuple pour bouter dehors tous ces envahisseurs par une évolution de l'intelligence. Et non pas par la brutalité que j'entends être promue ici. Non. Qu'est-ce que nous avons? J'ai l'histoire du Libéria dans ma tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les multinationales, dont les Américains, les Chinois et les Russes, dont on n'est pas, qui sont ici en Centrafrique, peuvent embraser ce pays, en faire des petites républiques, au point que ni Bolodjoa, ni moi, ni Kabila, ni Tshisekedi ne peut gérer. Ils vont se retrouver quelque part dans un groupe d'individus. Et donc,
je pense qu'il nous faut une révolution de l'intelligence. Ce qui est en train d'être montré là, dans cette émission, doit nous faire prendre conscience de 24 ans de gestion du pouvoir que M. Bolodjoa a soutenu, parce que lui, il veut s'attaquer trop à l'UDPS et il m'indexe de l'UDPS. J'ai dit, le 24 ans de pouvoir, il n'y a pas que là. Allez à Mwanda. Est-ce qu'on sait combien de barils sont exploités par jour à Mwanda? Mais il y a un comité de l'État qui est là, qui est censé faire le prélèvement. Donc, c'est un pays où tout le monde vole des millions. Tout le monde qui est venu servir n'est pas venu servir le peuple, il est venu se servir soi-même. Et voilà la caractéristique du pouvoir qui nous a géré pendant 24 ans. Et en effet, je vais inviter M. Bolo. Oui, mais Tshisekedi aussi est incapable de faire quelque chose. Je suis en train de dire, Tshisekedi trouve un pays piégé, hautement piégé. Dans un pays, en pleine ville, vous avez un général qui a un arsenal militaire de tout un bataillon de l'armée. C'est ce monsieur-là qui a signé Amani 1 et Amani 2. Pendant que le ministre de la Défense était là, c'est John Numbi qui a signé. Et le chef d'état-major général de l'époque, le vieux, il a fait toute sa carrière comme chef d'état-major. C'est qui notre vieux? Non, pas Mbala. Avant Mbala, Didier Etumba était là. Mais qui signait les brassages, les mixages, l'entrée des Rwandais à l'Est pour pouvoir... C'est John Numbi. Il était tout puissant. Il est tout puissant. Non, mais il l'a remplacé. Didier Etumba l'a remplacé. Ah, non, mais quand il signait là, Didier Etumba était déjà chef d'état-major. Non. Il a remplacé Didier Etumba. Et donc, non, Didier Etumba a remplacé John Numbi. Contre John Numbi. Ok, donc vous comprenez dans tout ça que le pays est tellement piégé qu'il faut un rassemblement des forces progressistes. Et en effet, Tshisekedi est une chance pour en ce moment-ci. Parce qu'il est ni... Non, il est une chance. Je vais vous dire qu'au dialogue intercongolais, c'est là que s'est dessiné et s'est défini l'occupation véritable du Congo. Signé par Étienne Tshisekedi. Non, Étienne Tshisekedi a signé sous réserve. Je dis sous réserve. Et l'UDPS a été écarté. L'UDPS et Étienne Tshisekedi ont été écartés de la gouvernance politique, il faut dire à la population de l'architecture institutionnelle que tout ce que nous mise en subissons place. aujourd'hui, Étienne Tshisekedi était un acteur majeur. C'est lui qui a introduit eu des problèmes avec dans le débat de partage. Étienne Tshisekedi a eu des problèmes avec Thabo Mbeki sur toutes ces questions-ci. Et l'UDPS a signé sous réserve. Parce que l'UDPS avait signé l'accord global inclusif sous réserve, l'UDPS a été écarté de l'architecture institutionnelle qu'on a mis ensemble et qui est perpétuée. Le rapport Mamping démontre tout simplement la gratification que l'on donnait aux uns et aux autres de petits rois. Non, Étienne Tshisekedi était à marge de cette histoire. Non, à cause d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, était... En quoi heureuse? La philosophie des départ était de sanctionner tous ceux qui ont eu à occasionner la mort de Congolais. Mais le président Tshisekedi, sont allés à San City, vous parle de la justice ils ont donné un chèque à la classe politique et aux groupes armés. Les autres ont signé l'accord de cascade. Étienne Tshisekedi est allé au Rwanda. C'était pour sauver le pays. Non, c'était pas pour sauver le pays. C'était pour faire entrer le Rwandais. Et le Rwandais sont les catalyseurs. Les Rwandais sont ici depuis Bisengimana. Les Rwandais sont ici depuis Bisengimana, auxquels on a accordé une nationalité collective. Non. Ils ne sont pas là du fait de Étienne Tshisekedi. Non. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause d'Étienne Tshisekedi. Il faut le dire. Oui. Là, je vais te dire que c'est à cause d'Étienne Tshisekedi qui a bousculé Mobutu, qui mettait en place un régime dictatorial, un régime sanguinaire, c'est tout. Oui, le malheur d'Étienne Tshisekedi, c'est de s'être battu pour instituer un état de droit démocratique. Il ne s'est pas battu pour l'état de droit, il s'est battu pour faciliter l'atteinte de cet objectif. C'est l'objectif de balkaniser l'État. Est-ce que vous savez que l'Étienne Tshisekedi était une véritable alternative au pouvoir de Mobutu? Lui, il a été utilisé par les services d'intelligence des États-Unis. Et c'est à cause de lui qu'il y a eu embargo, et c'est à cause de lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Tu es en train de prendre la parole. En 1992, non, juste un éclaircissement, parce qu'il risque d'emballer toute la jeunesse. En 1992. Je n'emballe pas la jeunesse, je suis en train de dire la vérité. Lorsqu'il y a eu pillage, ça fait partie du plan. 1993, ça fait partie du plan. En 1994, le massacre de Lubumbashi, c'était encore dans ces années-là. C'est toujours le plan. On a falsifié l'histoire. Est-ce qu'il y a eu combien de morts?
par rapport à Letiti Mboka. On a falsifié l'histoire. Bolodja, j'étais à Lubumbashi. Bolodja, j'étais à Lubumbashi. Je suis parti de Lubumbashi sur un camion. Non, mais attendez. Et on a brûlé tout de nous. Non. Attention, Bolodja, tu étais à Ingende dans ce moment-là. Tu n'étais pas à Lubumbashi. Ils ont utilisé cette fausse information, croyant que quand on va faire partie Mobutu, c'est Étienne Tshisekedi qui serait président. Fort malheureusement, les calculs de Blanc n'étaient pas celui-là. En 1994, on a tué Abiyarimana. Bolodja, nous sommes en train de parler de ce que nous avons vu dans l'interview. Et dans cette interview, les intelligences autour de cette table voudraient que l'on puisse donner des voies et moyens pour pouvoir sortir notre... Vous connaissez d'abord la responsabilité de l'UDPS et de son chef. L'UDPS n'avait jamais été au pouvoir. Lui, à la période de Mobutu, il avait été manipulé pour déstabiliser l'État et vous ne savez pas mesurer la portée l'UDPS avait son agenda. L'UDPS n'a jamais été manipulé, avait son agenda politique. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Non. Après avoir suivi ces mini-reportages de notre confrère Alain Foucault, quelle est votre lecture de la gestion des ressources minières en RDC? Je dirais à mes deux compatriotes qui sont dans ce plateau, heureusement, les deux, ce sont des économistes. Lorsqu'un peuple n'a pas l'intelligence économique... Et vous êtes un entrepreneur? Je suis un entrepreneur, économiste de formation. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, et si dans un match de football, et que vous n'avez pas vos acteurs, ça ne sert à rien. L'économie du côté congolais, cher Bolodia, et cher mon compatriote qui est à côté, vous devez avoir aussi les instituts. Nous ne sommes pas le premier État qui a des ressources naturelles. Quand vous allez au Nigeria aujourd'hui, vous trouverez qu'à part le politique, il y a des hommes d'affaires nigériens et qui fait la concurrence sur le terrain économique avec ceux qui viennent d'ailleurs. Mais le problème de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Elle est lequel cette problématique depuis 70 aujourd'hui? Ça veut dire que les politiques tout seuls pensent qu'on peut redorer la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas à chaque fois de créer le couloir des entreprises congolaises ou des chefs d'entreprise congolais. Au moment où vous êtes en économie de marché, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout État-nation a ce qu'on appelle le métaphore multinational. Ça veut dire qu'une société qui naît dans un territoire, mais qui part en conquête du monde, sauf la République démocratique du Congo. Vous parlez, on avait l'autre fois, dans l'industrie minière, avec une structure qui était congolaise, belge, à l'origine, que vous appelez le général de mine. Et aujourd'hui, cette société est en difficulté. Même dans le couloir privé, 60 ans d'Iran, la République démocratique du Congo est incapable d'avoir les entrepreneurs congolais qui émergent dans le mine. Même dans le transport. Vous comprenez? Et tout ce que nous disons, les textes peuvent changer, on peut réformer le texte. Mais quels sont les acteurs du côté congolais? On restera uniquement ceux qui vont commencer à prendre que les royalties. Non, c'est pas ça l'économie du 21e siècle. Ça signifie que... Non, chers compatriotes, ça signifie que le 21e siècle, le Nigeria, tous les acteurs mondiaux sont au Nigeria. Mais aujourd'hui au Nigeria, il y a aussi des sociétés du bord privé nigérien qui sont dans le pétrole. Et ces gens-là, ce ne sont pas des politiques, ce sont des hommes d'affaires comme moi, qui ont étudié comme tout le monde, mais qui ont compris qu'ils peuvent aider les républiques en étant hommes d'affaires. Mais comment on a ici que ça ne se réalise pas? C'est ça le vrai problème. Même en réforme, ils sont où les acteurs congolais? Dans l'industrie minière. Quand le pays se popularise et que la population est dans ce que nous vivons aujourd'hui, il faut relancer le tissu économique. Il faut équiper la population. La guerre, deuxième guerre mondiale. Pourquoi on fait plan Marshall? Parce que c'est une crise qui arrive, qui fragilise toutes les institutions. Il faut relancer la machine. Mais nous, on a connu toutes les crises ici. On le voit toujours dans l'axe politique. Mais les acteurs économiques, vous le réunissez où? Uniquement que le syndicat que vous appelez dans des palais de la République? Non. Prenons des acteurs sectoriels. Ça veut dire que dans chaque secteur, ah, ce Congolais-là, lui est dans l'automobile, je pense que lui, il peut faire quelque chose là-dedans, on le soutient, on l'achète, on le consomme. Et ce Congolais-là peut commencer dans ce secteur, et le lendemain, il paie les vieux de Kolo. A commencé dans quoi? Des taxis. Et après, il est allé dans le mine. Nous parlons des secteurs miniers. Hein? Oui, mais aujourd'hui, moi, je suis dans l'automobile. Écoutez, cher, non, je ne m'éparpille pas. L'économiste, il y a plusieurs disciplines. Vous comprenez? Ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'automobile, mais si le Congo nous donne des moyens, on peut être dans le mine. C'est ce que les aînés ont fait ici. De Kolo a commencé dans le taxi, boîte de nuit, après il est parti dans l'agriculture, après il est allé dans le Katanga, après il est allé dans l'industrie financière avec une banque. Il a été par les banques. Mais
Après, il est allé dans... Voilà, vous comprenez, c'est ça. Donc, il faut chercher à avoir des acteurs congolais qui peuvent faire concurrence aussi à ceux qui viennent d'ailleurs. Mais là, le terrain, le poteau est vide. Les autres arrivent. Ils sont quasi dans le monopole. Moi, mon entreprise, ça fait 48 mois. Il n'y a même pas un contractuel, ni avec les institutions économiques, ni avec ainsi de suite. Mais pendant ce temps, nous discutons l'économie. Mais vous discutez l'économie, et quels sont les acteurs congolais? Il faut réformer les entreprises portefeuille. Il faut que les entreprises de portefeuille puissent avoir le conquête d'intelligence économique. Ça signifie que de rentrer dans les entreprises qui peuvent donner une valeur ajoutée à l'Empire démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au lieu de citer toujours que les autres, mais repositionnez-nous. Vous savez, le cacao, le faible de cacao, il y a 2 pays qui sont producteurs au monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana. Et tout ce que le cacao génère, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils ne touchent même pas le tiers. Et ce sont des transformateurs, ça signifie que le marque. Comment vous êtes en 21e siècle, mais nous n'avons pas des enseignes congolaises. Ce sont des fabricants de chocolat qui en profitent. On n'a pas de marque congolaise. On vous amène la philosophie des marques avec l'institution que je préside. Non, personne ne consomme. Et on veut parler de l'économie. On veut discuter l'économie. L'économie, quittons les amphithéâtres. Allons-y dans ce qu'on appelle du concret, le palpable. Sinon, on va commencer à pénicher à chaque fois. Dire, oh, il vient nous voler. Mais il faut là-bas aboutir pour qu'on puisse avoir aussi de jeunes entrepreneurs congolais financés qui font concurrence à ces gens-là. Ce sont des hommes comme nous. Ce ne sont pas des super-hommes. Au lieu de tout, élection, tout ça, mais c'est bien. Mais après l'élection, il faut le socle. Et donc nous devons créer des acteurs économiques dans toutes les disciplines de l'économie et qui va faire concurrence à tout le monde qui va venir ici pour compétir. Sinon, ça ne sert à rien. On joue perdant. C'est les derniers tours d'État. Vous allez réagir et en conclure au même moment. Je crois que nous devons commencer d'abord à donner la vraie version de l'histoire à nos enfants. Parce qu'apparemment, nous sommes défaillants et probablement que nos enfants vont hériter de ces pays, pourront faire quelque chose. Parce qu'eux, au moins, ont des mains propres. Vous savez, on semble négliger l'impact de la politique dans la structure économique, mais c'est quand même très dangereux de notre part. Tout ce que nous voyons là, c'est fait à dessein. On ne veut pas que la classe, l'élite économique émerge dans ces pays. Et tout ce qui est fait en politique, c'est justement pour étouffer toute initiative privée venant d'un Congolais. Et nous pouvons les démontrer. Je prends ici l'exemple du groupe Lédia. C'est un Congolais. Ouais. Vous savez combien il est asphyxié par l'État? Et au même moment, il y a les Libanais qui sont dans les mêmes opérations, qui ont des facilités. Ce sont là des réalités. Tout ce que nous voyons, ce qu'Alain Foucault a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Et je prends ici à témoin tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont suivi Papa Ngwanda pendant des années, il n'y a pas longtemps avant qu'il ne meure. Il a démontré l'implication de toutes ces puissances par rapport à la situation économique. Et vous savez, ce ne sont pas les Américains qui viennent agir directement, non. Ils passent impérativement par nos institutions. Qui ont octroyé le droit d'exploitation à ces Chinois? C'est M. Kabila. Qui ont donné l'exploitation à ces Américains? C'est M. Kabila. Quand M. Félix Sekedi est arrivé, vous savez qu'est-ce qu'il veut nous amener? Il veut ravir aux Chinois et donner aux mêmes Américains. Même dans leur stratégie communicationnelle, on ne fait que montrer la partie où Foucault parle des Chinois. Et on semble négliger la partie où on parle des Américains. Parce que dans la philosophie... Il a parlé des Américains. Non, il a parlé des Américains. Mais dans la communication ici au Congo, on ne montre que du côté chinois. Parce que ce qui est vrai, nous devons nous le dire. M. Félix Sekedi a su convaincre une partie des Américains, de l'administration américaine, avec comme conditionnalité de ravir tout ce qu'il y a comme zone d'exploitation aux Chinois et le donner aux Américains et aux Européens. Dans ces débats-là, le Congolais ne se retrouve pas. Où est la part du Congo? Non mais le Congolais n'ont rien. Rien du tout. Et vous serez surpris d'apprendre demain que l'état de siège était l'une des stratégies justement pour faciliter l'atteinte de cet objectif. Ah bon? Nous sommes là. C'est pour la 7e fois qu'on parle. Non mais attendez. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est justement pour faciliter l'atteinte de cet objectif. Non, l'objectif de faire en sorte que les États-Unis, qui avaient perdu de plumes au Congo, qui puissent revenir avec puissance.
Ils ne le font pas pour nos intérêts. Il a cité ici l'exploitation, il a parlé de l'exploitation pétrolière au niveau de Mwanda. Allez poser la question, il a si bien dit que la quantité exploitée ne s'affiche pas dans la comptabilité nationale. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a fixé un plafond. On vous dit, il faut, chaque année, ils produisent la même quantité, le même nombre de barils chaque année, ça ne vacille pas. Et dans le système fiscal déclaratif, c'est eux qui disent ce qu'ils doivent donner à l'État. Et devant cette réalité, vous sentez que le pouvoir est impuissant. Le pouvoir est impuissant. Donc si vous faites la corrélation entre la situation décriée par tout le monde avec la situation du processus électoral, vous allez vous rendre compte, lorsqu'on parle des panquins, lorsqu'on parle de pouvoir inutile, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Alors pour résoudre ces problèmes-là, oui, la révolution doit être intelligente. La révolution doit être scientifique. Mais la révolution intelligente, la révolution scientifique... Elle doit être aussi méthodique. Effectivement, la révolution intelligente, la révolution scientifique... Ça ne se passe pas dans la rue. Hein. Non, mais attendez. Les puissances manipulent les institutions. Ce que les puissances ne peuvent pas manipuler, c'est la détermination de ces peuples. Alors, si vous voulez... Non, attendez. Si vous voulez aider le pays, il faut enclencher l'article 64. Le jour où vous allez avoir des présidents suffisamment sérieux... L'article 64, il y a deux alinéas. Non, mais effectivement, dans les deux, on les prend. Non, on les prend les deux. Ah bon? Il n'y a que un pouvoir légitime qui peut enclencher les deuxièmes alinéas. Ce n'est pas un pouvoir illégitime. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous poser la vraie question, on risque de tourner en rond. Aujourd'hui, nous avons 61 ans d'indépendance. D'ici 2060, on va totaliser 100 ans. L'État congolais est dans l'incapacité de résoudre le problème basique tels que l'eau, l'électricité, donner à manger aux Congolais. Il y a même des agents de la présidence qui sont impayés. Voyez-vous, c'est-à-dire que là, devant ces pouvoirs de la honte, la population n'a qu'un seul article. L'article 5, qui dit que le pouvoir est détenu par le peuple. Et maintenant, pour exercer ce pouvoir, il a la possibilité d'exercer directement par l'article 64. Si on fait partie de tous ces gens ici, qui ont accédé au pouvoir par de voies scabreuses, qui sont au service du Rwanda. M. Félix Tshisekedi est le frère à Kagame. M. Félix Tshisekedi cherche à tout prix à se laisser manipuler par un ambassadeur américain. Et vous pensez que M. Félix Tshisekedi... Le frère à Kagame, non, mais il a dit que Kagame était son frère. Oui, mais c'est un frère africain. Non, mais vous lamentez pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait dans la partie Est, qui est le commandant en chef? C'est M. Kagame. Donc, nous devons nous dire, il est temps qu'effectivement que nous connaissions cette révolution intelligente, oui, scientifique, oui, mais surtout politique. On va résoudre le problème, on va rétablir les équilibres. Et en ces moments, avez-vous peur des élections? Non, mais attendez, à quoi ça servirait les élections alors que M. Félix Tshisekedi ne voit la légitimité qu'en Allemagne, en France, aux États-Unis? Ça sert à quoi? D'aller aux élections avec des gens, même s'il n'est pas élu, c'est les États-Unis qui doivent dire nous acceptons M. Félix Tshisekedi, et ainsi de suite. Vous voulez changer les choses, il faut changer les rapports de force. Si la population n'arrive pas à se confirmer comme souverain primaire, on va tourner en rond. Parce que tous ces gens, ils ont été vendus. Tout ce qu'ils font, ils ne le font que pour leurs intérêts. Et donc, nous pensons qu'il est temps pour la population d'actionner l'article 104 pour sauver la République. Heureusement que tout le monde a reconnu que ce pouvoir, c'est un pouvoir inutile. Votre conclusion. Monsieur Bolodja veut me mêler à une déclaration qu'il vient de faire. Tout le monde l'a reconnu. Moi, je n'ai pas non, mais vous avez dit que c'est un pouvoir inutile. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Ces mots-là ne sont pas de moi. Non, mais je n'ai fait que vous paraphraser. Tu m'as rêvé ou comment? Non, je n'ai fait que paraphraser. Bon, mais écoutez, je suis totalement d'accord avec Takizala. L'entrepreneur. Oui. Il pose des vrais problèmes, mais qui doivent être liés à d'autres problèmes. Faites-moi de la bonne politique, je ferai de la bonne économie. Et lorsque la politique elle-même est malade avec des acteurs comme ça, et ça va être difficile que l'économie aussi marche correctement. La maladie n'était que Félix Tshisekedi. Bon, je disais, j'ai entendu Alain Bolodja, un garçon que j'admire.